Saïdi Apep Moïman, qu'espère que vous êtes bien. Vous connaissez déjà le rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue dans votre émission Tchou pour tête. Tchou pour tête, déconstruction, chercher de nouvelles alternatives. On ne change pas, on continue sous la même lancée. Et qui dit Tchou pour tête dit une équipe. Saïdi Alouich. Nous là. Voilà, nous là tranquille. Qu'à avancer tout douce. Tu vois comment ça se passe quand même autour de toi. Oui, toujours. De toute façon, on est obligé de toute façon. Voilà, l'actualité est toujours tendue depuis 3 mois, donc même on s'habitue à ce niveau de tension. C'est ça qui peut être dangereux. Mais voilà, comme d'habitude. Et ce soir, nous allons continuer sur notre lancée, je dirais, sur les thématiques sur le continent, l'Afrique. On a commencé avec l'Afrique et ses fantasmes. Ensuite, c'était voyage en Afrique. La semaine dernière, nous avons parlé du panafricanisme. Voilà, comme si ça faisait 10 ans. Et donc là, ce soir, nous allons parler de la Renaissance africaine. Et pour cela, nous avons un invité. Bonsoir, mon invité. Bonsoir, Jonathan. Merci de m'inviter. Si tu peux Bonsoir, Louis. Bonsoir. Si tu peux te présenter, s'il te plaît. Alors, je suis Klapopo, président de l'association Lakou Sankofa. Lakou Sankofa. Voilà. Lakou Sankofa, donc c'est une association dite culturelle. Si tu peux expliquer un petit peu, s'il te plaît. Alors, Lakou Sankofa est une association qui promeut justement le rapprochement du continent et de la diaspora, en particulier la diaspora africaine caribéenne, à travers des actions, que ce soit l'organisation de voyages, de conférences sur la connaissance de nous-mêmes et aussi diverses activités. Donc voilà, on est pour le rapprochement, on milite en faveur de liaisons aériennes, maritimes et de communication directe entre le continent et la diaspora, en particulier la diaspora africaine caribéenne. Voilà. Donc c'est une association qui existe depuis 2018. 2018. Donc, monsieur Popokla, donc toi, tu es également africain, tu es également issu du continent. Tu es de quel pays? Je suis sorti de l'enclos qu'on appelle Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. D'accord, ok. Et ça fait déjà quelques années que tu es en Martinique. Alors, je fréquente la Martinique depuis le milieu des années 1990. Et je réside en Martinique depuis 2016, fin 2016, début 2017. D'accord, ok. Donc tu connais bien les spécificités également du pays et tu as pu faire la différence également entre la terre-mer et puis la Martinique. Ce sont surtout les similitudes qui m'ont frappé. Parce que les différences, bon, c'est assez facile de se laisser emporter par les différences, mais ce sont les similitudes qui m'ont frappé. Voilà, et qui t'ont rapproché également. J'ai constaté que tout ce qui est profondément martiniquais est presque toujours africain. Voilà, donc c'est pour... Si vous prenez la cuisine. Alors c'est Amma Mazama qui m'avait un peu aiguillé vers ça. Dans un ouvrage sur la linguistique, elle disait que les expressions de la langue dite créole, les plus typiques sont profondément africaines. Que ce soit blip, enfin des onomatopées que ce soit le chip, ou alors les insultes qui concernent l'intimité, etc., rapprochent souvent, ont un vocabulaire qui, par exemple, le bonda, il a rigoureusement le même sens en bambara comme martiniquais, par exemple, et c'est elle qui m'avait aiguillé vers ça, et depuis que je vis en Martinique, je le constate. Tu l'entends et tu le vois. Oui, donc elle avait bien raison de marquer ce point. Mais justement, comme on a fait un travail sur les peuples, pour éviter justement de parler de titres qu'on nous a donnés, est-ce que tu peux dire de quel peuple tu es issu, plutôt que de parler de la Côte d'Ivoire? Même là, ça va être compliqué, parce que l'onomastique des peuples a été donné par ceux qui ont tout nommé, et je crois que c'est toujours Amma Mazama qui disait que laisser à l'autre le pouvoir de vous nommer, c'est lui abandonner toute votre identité. Et donc, je suis originaire mes parents sont des crewmen. Crewmen, c'est une déformation de crewmen, parce qu'ils ont été enregistrés comme des hommes d'équipage particulièrement intrépides pour franchir la barre. Enfin bon, ce sont des considérations maritimes, mais en tout cas, qui permettent, ils avaient les compétences pour naviguer et permettre aux bateaux européens de franchir une grande barre qui est entre
le littoral et le large. D'accord. Donc, Ok. pour se rapprocher davantage des côtes africaines, il fallait savoir naviguer et pratiquer cet élément naturel puissant. Voilà. Donc, on est crew humaine parce qu'on est réputé homme d'équipage. Homme d'équipage. De la même manière que la Côte d'Ivoire s'appelle comme ça, parce que les Blancs ont considéré qu'ils trouvaient beaucoup d'ivoire à cet endroit. Donc, le Cameroun s'appelle Rio de Camerounèche parce que c'était un endroit où il y avait une rivière où ils trouvaient beaucoup de crevettes. Enfin bon, des considérations comme ça. Voilà. Donc ce soir, nous allons parler de la Renaissance africaine. On est dans la continuité, comme je disais tout à l'heure là. Et pourquoi la Renaissance africaine? Alors, l'idée, c'est de déconstruire une certaine vision, notamment du développement d'un peuple. Et on va déconstruire ce qu'on appelle l'évolutionnisme social. C'est-à-dire une doctrine, en fait, en sociologie, qui considère que les peuples ou les cultures sont le résultat d'un processus constant d'évolution. Et donc, à l'échelle d'un peuple, ça veut dire que, d'une société, ça veut dire qu'elles vont suivre un certain nombre d'étapes. On passe d'abord, alors si on prend justement le modèle occidental, sur une industrialisation qui va emmener à l'agriculture, qui va emmener à des processus qui vont emmener ensuite à l'industrialisation, qui va emmener à nos sociétés actuelles. Et quand on a ce prisme-là, cette vision-là des choses, du coup on considère que les populations qui vivent sur le continent africain sont en retard par rapport à une idée de développement qui est calquée sur les modèles européens. Et donc, le fait de se considérer en retard, en fait, ça va induire un certain nombre de mécanismes comme l'infériorisation, parce qu'on va considérer qu'on a un retard par rapport à une autre civilisation, donc elle est certainement supérieure à nous et qu'il faut rattraper ce retard-là et qu'il faut le rattraper en se développant d'une certaine manière. Et donc, quand on regarde justement comment se développe aujourd'hui et dans quel état se retrouve le monde, il faut remettre, à mon avis, en question cette idée de développement et le fait de passer ces étapes-là qui sont fondamentalement occidentales et qui ne sont pas forcément en lien avec notre vision, et notre prisme en tout cas de ce qu'est une société et comment elle doit évoluer, ou ce qu'est une civilisation. Donc c'est le préalable que je voulais poser pour qu'on puisse remettre en question cette vision des choses et qu'on puisse aller justement sur quelque chose qui sera plus authentique et qui sera certainement plus proche de comment nous, en tant que Martiniquais, on veut évoluer. Un mot par rapport à son introduction? Oui, l'évolutionnisme a fait beaucoup de mal dans la compréhension que nous avons de la situation des populations. Considérer qu'il y a une ligne droite dans le temps avec des étapes incontournables que chaque nation doit franchir pour arriver on ne sait où, est une vaste escroquerie intellectuelle qui gouverne le monde tel qu'il est configuré. C'est une escroquerie intellectuelle. Effectivement, il a bien raison de dire que tout le monde ne considère pas l'histoire de l'humanité de cette façon. En tout cas, d'où nous venons, nous autres Africains et Panafricains, ce n'est pas du tout cette manière de comprendre l'évolution d'une collectivité, d'une société. Ça, on va en venir pour savoir quelle vision et quelle orientation cette renaissance doit s'effectuer, j'ai envie de dire. Bon, à travers l'émission qu'on va voir ce soir. Voilà, donc on va commencer par la base. Du coup, qu'est-ce que comment tu pourrais expliquer ce qu'est la Renaissance africaine, ou ta vision en tout cas de ce qu'est la Renaissance africaine? Alors, il faut déjà poser une chose, c'est que la civilisation, d'aucuns considèrent qu'il n'y a qu'une seule civilisation, et elle est profondément africaine, puisqu'elle a été inaugurée en Afrique, et que pendant plus de 200 000 ans, il n'y a eu d'être humain nulle part dans la galaxie qu'en Afrique. Donc, cet être humain, ces groupes humains ont eu le temps de construire, de penser, etc., un certain nombre de choses avec lesquelles, justement, ils ont pu se projeter progressivement en dehors du continent et humaniser le reste du monde. Donc, il y a une seule civilisation, et cette civilisation, comme elle a 300 000 ans à peu près d'âge en Afrique, on peut considérer qu'elle a parcouru beaucoup de cycles, des hauts et des bas, et des hauts et des bas. Et donc, le concept de renaissance peut être compris de cette façon. D'aucuns diraient régénération, etc. Mais pour notre conjoncture, pour notre époque, ça veut dire quoi, renaissance? C'est que, entre le 15e siècle et le 20e quasiment, fin du 19e en tout cas,
nous avons été plongés dans une hécatombe vraiment. C'était une tentative de génocide qui malheureusement n'a pas abouti, enfin heureusement n'a pas abouti. Et il s'agit de s'en relever. Donc les 500 dernières années de l'histoire des Africains sont marquées par un effondrement civilisationnel. Il faut en prendre conscience et se relever de là. C'est ça l'éthique de la Renaissance, c'est ce à quoi ça renvoie, en tout cas c'est comme ça que je l'entends. Mais en général, les circonstances humaines, sociétales ne sont pas unifactorielles. Elles ont généralement plusieurs facteurs fondamentaux. Et personnellement, je n'isole pas la Renaissance d'un triptyque où il y a d'abord la résistance. C'est parce que nos ancêtres ont résisté que nous pouvons aujourd'hui parler autour de cette table. Donc c'est d'abord la résistance. Ensuite vient la Renaissance, mais la Renaissance ne peut pas être une fin en soi. Il y a aussi l'impératif de réparation. Donc ce sont ces 3 R, résistance, renaissance, réparation, qu'il faut considérer et qui constituent un foyer qu'on doit maintenir toujours incandescent pour changer véritablement les choses. Donc voilà, la Renaissance est un élément, est un concept dans un triptyque qui sont la base de ce qui agit une certaine tendance, une certaine catégorie de personnes au sein de notre peuple. Quand on parle de réparation, c'est-à-dire que c'est une réparation d'un peuple à un autre, d'une civilisation à un autre? Non, chacun des 3 R là, est aussi multifactoriel, puisqu'il faut comprendre la pensée comme toujours profondément fractale. C'est-à-dire qu'il y a toujours, c'est un peu l'image des poupées russes, quoi. Quand je prends un concept, je peux déployer d'autres éléments pour le comprendre tout seul. Ou bien je veux le comprendre en rapport avec d'autres concepts on va dire de même intensité. Voilà. Donc, la réparation comporte au moins 2 aspects. L'autoréparation, c'est ce que nous sommes capables de faire nous-mêmes au titre de la réparation et qui ne dépend pas de la volonté de qui que ce soit. Et la réparation telle qu'on l'entend classiquement, la réparation, comme tu dis, de protagonistes qui se sont rendus coupables de ce qu'ils eux-mêmes appellent crime contre l'humanité et qui ne doit pas rester impuni. Alors, ce n'est pas impuni, non réparé. Non réparé. Parce que d'où nous venons, il n'est pas possible de transgresser à ce point les fondements de la société et qu'il ne se passe rien. On ne fait pas des libations pour jouer. Donc, quand des faits d'une certaine gravité se sont produits, il faut prendre un certain nombre de dispositions au point de vue, ne serait-ce que, je ne devrais pas dire ne serait-ce que, au point de vue spirituel, pour rétablir l'équilibre cosmique. Et l'exigence de réparation va jusque-là. Je ne parle pas d'auto-réparation, ça dépend de nous. Par exemple, renoncer au nom des rues que... Par exemple, la plus grande rue en Côte d'Ivoire, à Abidjan, s'appelle le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Il n'y a rien qui nous oblige à ce que cette rue, cette avenue, de 55 mètres de large, continue de s'appeler comme telle. Il n'y a rien. En tout cas, le Niger vient de montrer que absolument rien ne nous empêche de réorganiser notre propre habitat, notre propre localité, enfin... Baptisée par vous-même vos rues. Donc, l'autoréparation peut commencer par là, hein, c'est prendre des noms qui soient en résonance avec moi-même. C'est déjà ça. Mais la réparation, elle est importante parce que, justement, déjà, elle prévient contre l'impunité, mais elle prévient surtout contre la réitération. Si tu ne reconnais pas sincèrement avoir fait ce que tu as fait, tu te disposes à recommencer à chaque occasion. Et c'est ce que nous vivons depuis 500 ans. On peut citer quantité de circonstances où les gens remettent toujours le couvert parce que ils ne redoutent rien en retour. Voilà. Donc, oui, la réparation a plusieurs dimensions et j'en vois 2 en particulier, l'autoréparation et la réparation de personnes, d'acteurs, de protagonistes externes qui auraient commis des crimes. Enfin, je dis au conditionnel, ce qui est avéré depuis des siècles. Ok, et du coup, est-ce que
tu observes, en tout cas, tu as observé d'autres étapes, en tout cas, qui permettent d'arriver à cette renaissance africaine? La première étape, c'est la résistance. Alors, c'est très important d'insister sur la résistance parce qu'au point de vue historiographique, la résistance a été niée. Le discours ambiant des historiographes, des gens qui s'arrogent le droit d'écrire sur notre histoire, c'est que les Africains étaient tellement contents de se vendre les uns aux autres que quand ils ont vu des bateaux au large, ils ont pris d'assaut ces bateaux pour y engouffrer leurs propres frères. Si c'était ça, alors il n'y a pas eu de résistance. Au contraire, il y avait une allégresse à se vendre les uns les autres. Voilà. Bon. Donc, le principe de résistance, déjà, au point de vue historiographique, déconstruit le narratif actuel si vous allez dans les ouvrages, ce que les gens racontent à propos de cette histoire. Ensuite, la résistance, parce que, au point de vue historique, hein, si nos ancêtres n'avaient pas résisté de quelque manière que ce soit, nous ne serions pas là. Parce que les situations que eux ont vécues, comportaient intrinsèquement la disparition, l'extinction pure et simple de notre groupe. Ce n'est pas une hypothèse. D'autres groupes en Amérique ont subi ce que nous avons subi et n'existe plus aujourd'hui, ont disparu purement et simplement. Alors on a inventé des maladies qui sont venues les exterminer, mais c'est faux, hein, ils ont été purement et simplement exterminés. Donc il y a eu des dispositions pour nous exterminer et le fait que nous soyons encore là relève profondément de notre capacité de résistance, capacité ancestrale de résistance. Donc c'est ça, la question de la résistance. C'est la première étape. C'est pas une prouesse que de résister. Alors, un exemple que j'aime à donner, c'est la poule. Depuis Nani Nana, l'épervier essaie de subtiliser les poussins de la poule. L'épervier est plus puissant que la poule. Mais la poule défendra toujours ses poussins face à l'épervier. Qu'il les prenne ou pas, elle les défendra. C'est sa responsabilité que de défendre ses enfants. Elle le fait toujours. Qu'elle y parvienne ou pas, ce n'est pas le sujet. Mais elle est programmée pour le faire. Donc, dans le règne animal, la résistance est consubstantielle à la menace d'extinction de l'espèce considérée. Donc, ce n'est pas une prouesse que nous ayons résisté. C'est le contraire qui aurait été particulièrement étonnant. Donc, le fait qu'on raconte que nous n'avons pas résisté est une insulte à l'intelligence de ceux qui prétendent cela. Mais c'est aussi une façon de nous dévoyer de nous-mêmes et c'est très important de tenir fermement ce point de résistance. Pour moi, c'est la première étape vers ce qu'on appelle la Renaissance. Ensuite, la Renaissance en elle-même, il y a plusieurs façons de la considérer. Il y a des gens qui pensent que renaître, c'est reprendre l'initiative de notre propre destin en copiant-collant ce que les autres nous ont proposé. Bien souvent, c'est ce que nous faisons. Il y a d'autres qui pensent que renaître, c'est reprendre là où nos ancêtres ont été arrêtés pour réadapter notre propre trajectoire là où elle a été interrompue par rapport aux circonstances actuelles. Ce n'est pas du tout la même considération au point de vue de stratégie, de politique publique, de démarche personnelle, etc. Ce sont des choses différentes. Et voilà, il y a plusieurs façons d'envisager la Renaissance. Mais cette renaissance n'est pas possible s'il n'y a pas eu de résistance et c'est très important que nous rendions hommage tous les jours à ceux grâce auxquels nous sommes encore là et pouvons parler aujourd'hui de renaissance. On parle souvent de cette recherche de nouveaux paradigmes chez nous. Et en Afrique, en quoi est-ce un changement de paradigme? La renaissance, alors, je ne sais pas si c'est un changement de paradigme. Quand on a eu autant de millénaires d'histoire, il y a un atavisme qui est particulièrement tenace, qui fait que d'avoir été dévié de sa trajectoire intrinsèque pendant 500 ans, c'est-à-dire une seconde dans la profondeur historique de la civilisation, nous ramène forcément. C'est l'inertie de tant de civilisation qui fait que nous revenons toujours vers notre origine. Même malgré nous.
Moi, j'ai vu, enfin, il y a quelques années, il y a peut-être 2 ou 3 ans, j'ai vu des danses qui ont été filmées au Nigeria au début de 1900. Des danses qui ont été filmées au Nigeria au début de 1900. Quand on les superpose avec les pas de danse de Michael Jackson, on a l'impression que Michael Jackson avait copié des gens qui existaient alors qu'il lui n'était pas encore né. C'est ça, cet atavisme. Partout où vous allez rencontrer des Africains, ils vont faire des choses à l'insu de leur propre gré qui viennent de très très loin. Et au sujet de la langue, Diolo Divial a établi que la langue que nous parlons ici, et que nous appelons créole, proprement créole, est une langue qui est apparentée à l'égyptien ancien de la période de ce qu'on appelle, les Blancs appellent le Moyen Empire. Bon. Alors que pendant longtemps, beaucoup des linguistes qui ont travaillé sur cette langue ont considéré que c'était un sagouin inventé pour les besoins de la cause il n'y a pas si longtemps. Donc oui, parler de paradigme de la Renaissance, c'est un peu comme si on avait inventé, s'agissant de nous, de notre profondeur culturelle, c'est comme si on voulait réinventer le fil à couper le beurre. Non, c'est pas de mon point de vue, ce n'est pas vraiment un paradigme au sens où ce serait une production intellectuelle qui servirait de modèle vers lequel se retourner. Non, c'est un impératif catégorique. C'est une exigence. Plus qu'une construction intellectuelle, c'est une exigence que nous imposent les circonstances dans lesquelles nous sommes. Donc, on dit en quoi consiste ce changement? Ce n'est pas véritablement un changement, c'est un retour à soi-même. C'est un retour à soi-même par quelque moyen que ce soit, c'est un retour à soi-même. Évidemment, ce retour à soi-même peut être aménagé, mais là, ce n'est plus de paradigme, c'est de politique, de stratégie. Ce n'est pas de paradigme qu'il s'agirait. C'est de politique, de stratégie, de tactique, de moyens, etc. Mais le modèle, c'est la source. Et comme nous ne sommes pas les auteurs de cette source, ça ne me paraît pas très modeste de dire que nous avons inventé un paradigme du retour aux sources. Parce que la source, elle est là, et elle est d'une attractivité, je viens de le dire, en raison de la profondeur de notre histoire. Elle est d'une attractivité qui dépasse nos capacités individuelles. On retourne toujours vers soi. Il n'y a pas de... Enfin bon, je ne sais pas comment le dire autrement. Non, mais tu l'as dit très très bien. Le truc, c'est que ce qu'il faut constater, c'est qu'il y a déjà une base. Il y a déjà cette base-là. Donc, cette renaissance-là, cette recherche de nouveaux paradigmes, on cherche quelque chose, mais qu'on a déjà, qui est déjà là. Voilà, c'est ça. C'est que j'ai trop bu une soirée. Les potes m'empêchent de prendre le volant. Et puis, je dégrise un peu et après, je retourne chez moi. Je n'invente pas ni la route, c'est juste que je m'étais un peu paumé et que j'ai dû me reconcentrer, me remobiliser pour aller chez moi. Le truc, c'est que comme on est aussi dans une époque où le visuel est tellement présent, parce que quand on parle que 200 000 ans qu'il y avait la civilisation africaine, le fait de ne pas... Il y avait des preuves, il y a des écrits qui ont peut-être été aussi dérobés, des objets qui ont été dérobés. Donc le fait de ne pas forcément tout avoir, ça peut créer un doute. Et ce doute-là, même si qu'on a entendu parler, mais là, vu qu'on est dans une époque où tout est filmé, tout est dit, c'est comme si les gens sont obligés de refaire leurs preuves pour démontrer. D'accord. Alors, moi, c'était mon souci par rapport au paradigme, c'était l'histoire de on change de paradigme. Et en quoi consiste ce changement de paradigme? Je ne sais pas si on n'a jamais eu un autre paradigme que celui dont nous avons été déviés, qui place au centre des préoccupations d'une société, c'est ce que les Blancs ont appelé, les anthropologues blancs qui ont étudié nos sociétés, ils ont appelé ça l'anthropocentrisme africain. Au centre, la valeur cardinale d'une société ancestrale, c'est l'être humain. C'est l'être humain. On retourne toujours vers l'humanité de l'être. Toujours. En tout cas, c'est un constat qu'on fait de notre histoire. Comme si nous avons été programmés pour revenir toujours vers l'humanité de l'être, parce qu'on ne conçoit pas de possibilité en dehors
de cette quête d'humanité. Les autres font leurs affaires, ça, ils s'en rendent compte eux-mêmes que bon, ça fait pitié, ce qu'ils proposent au titre de modèle, ça fait vraiment pitié. Quand on les examine avec rigueur, ça fait pitié. Mais c'est ça, il n'y a pas d'autre issue que la quête d'humanité. Et donc cette quête d'humanité, nous ne l'avons pas inventée. Nous en avons peut-être été dévoyés pendant un certain temps, mais d'y retourner, ce n'est pas inventer quelque chose. Ce n'est pas ça. Enfin, pour moi, ce n'est pas un changement, c'est un retour à soi. C'est un retour à la... Oui. Ok. Et donc pour toi, ce serait qui les théoriciens, en tout cas, de la Renaissance africaine? Alors, il y en a beaucoup. Pas forcément dans les termes où je le dis, parce que précisément, c'est un concept qui est protéiforme. Encore une fois, il n'y a pas, pour des histoires aussi graves, il n'y a pas de monofacteur. Il n'y a pas une seule façon de comprendre une situation aussi complexe et aussi grave. Quels sont les théoriciens? Ça dépend. Si on veut parler... alors, la littérature panafricaine est plus ancienne, par exemple, que la littérature dite socialiste. Le socialisme est plus récent que le panafricanisme. Les premiers auteurs, c'est par exemple, en 1780, dans les années 1780, Eloda Ekwano et Gustavus Vassa. Ce sont ceux que je connais, mais il y en a certainement d'autres, même avant. Mais prenons ceux-là, parce qu'ils sont les plus connus, qu'on peut trouver facilement. Eloda Ekwano, c'était un Africain qui est réduit en captivité et qui, en Angleterre, va contester le modèle qu'on lui oppose, va prendre au mot les gens qui se disent chrétiens, etc., fils de je ne sais pas quoi, pour leur dire, mais c'est pas possible. Si vous êtes vraiment chrétien, si vous croyez dans ce que vous lisez dans ce document-là, vous ne pouvez pas nous avoir traités comme vous le faites. Et donc, arrêtez maintenant, parce que ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas congruent avec vous-même, avec les principes que vous prétendez chérir. Donc, il y a eu ça qui raconte. Et puis, progressivement, aujourd'hui, on considère que c'est Henry Sylvester Williams qui est vraiment on va dire, celui qui va déjà promouvoir le terme panafricanisme et va organiser des événements intellectuels pour justement construire cette préoccupation, pour rassembler les pairs et construire cette préoccupation. Et donc le premier congrès panafricaniste va avoir lieu en 1900 à Londres. Et généralement, on date de là le début du panafricanisme. Ce n'est pas vrai. De mon point de vue, ce n'est pas vrai. Je vous ai dit qu'il faut retenir la résistance, pardon. Les premières résistances, c'est sur le continent. C'est ceux qu'on tente de raser qui résistent. Et dans l'histoire, il y a des échos de ces résistances. Par exemple, j'aime bien cette date, c'était un 14 juillet 1595 dans l'île de l'archipel de São Tomé. C'est au large du Congo. Le Congo étant réputé l'endroit où il y a eu au moins la moitié des Africains déportés, ou d'où sont sortis au moins la moitié des Africains déportés au fil de ces siècles. Et donc, à São Tomé, il y a un Africain qui a été enregistré dans l'histoire comme le roi Amador, qui, le 15 juillet 1595, va bouler caille couper tête. Bouler caille couper tête. Il va faire ce qui a été fait à Haïti en 1793, donc quasiment 2 siècles plus tard. Donc, cette histoire est très ancienne, très, très ancienne, méconnue parce que pas enseignée nulle part, parce que nous ne sommes pas encore maîtres de nos curricula, donc on apprend ce qu'on veut bien nous apprendre. Mais voilà, la résistance, la Renaissance, toutes ces préoccupations sont contenues dans l'agression. Et dans la violence. Sont contenues, c'est-à-dire que c'est intrinsèquement consubstantiel, c'est la réaction nécessaire qui survient quand on subit les violences qu'ont subissent nos ancêtres. Douter de cela, c'est déjà être très mal barré. C'est pas possible qu'il en eût été autrement. Et de toute façon, aujourd'hui, il y a de plus en plus de documents qui établissent ça fait même. Fais-tu la distinction entre indépendance et souveraineté? Bon, il se trouve que moi, j'ai fait... Attends, excuse-moi, ouais. Avant que tu ne répondes, parce qu'il y a quelque chose qui m'a choqué tout à l'heure là, c'est quand tu as parlé de la rue en Côte d'Ivoire, la rue Valéry Giscard d'Estaing,
pour un pays qui est censé être souverain ou indépendant. Mais bon, tu vas nous donner la différence entre indépendance et souveraineté. D'accord. Alors, bon, je n'ai pas cité d'autres auteurs plus connus, hein, mais je voudrais citer quand même José do Nascimento, qui a publié 2 ouvrages ces dernières années qui, pour moi, font vraiment référence en matière de Renaissance. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de théoriciens qui ont traité la question de Renaissance. Il y en a qui se sont comportés dans une perspective de Renaissance. Mais quelqu'un qui se met à distance de l'histoire et considère cette question de Renaissance et s'interroge là-dessus, dans ses écrits, moi je vois plutôt José do Nascimento, et avant lui il y a Marcus Garvey, Mozart Garvey, il y a eu aussi et l'Europe sous-développée à l'Afrique, Walter Rodney. Il y a beaucoup d'auteurs, Walter Rodney, etc. Il y a beaucoup d'auteurs qu'on peut... Mais il n'y a pas une école de la Renaissance, il n'y a pas une école théorique de la Renaissance. C'est vraiment, bon, chacun prend la chose comme il entend. Et donc, il y a plusieurs compréhensions de la Renaissance. Alors, la question maintenant, c'était quoi? C'était... la distinction entre l'indépendance et souveraineté. Alors, il se trouve que moi, j'ai un 2A de sciences politiques. Donc, j'ai étudié Tocqueville, Hobbes, bon, enfin, tous les auteurs occidentaux qui passent pour les mapipis de la science politique. J'ai jamais rencontré un théoricien de l'indépendance. L'indépendance, c'est une conjoncture politique qui nous a été faite et qui a été nommée comme telle. Le soleil des indépendances en 1960. Voilà. On peut citer le cas des États-Unis en 1776, etc. Donc il y a un terme comme ça, c'est comme le développement. Ce sont des fictions épistémiques, comme on dit. C'est-à-dire, ce sont des choses, on a l'impression qu'il y a quelque chose dedans, mais il n'y a rien. C'est juste un colifichet qu'on agite. J'ai jamais étudié l'indépendance alors que j'ai un troisième cycle un diplôme de 3e cycle de sciences politiques. En revanche, la souveraineté, oui. Il y a même des auteurs qui sont des spécialistes de la souveraineté qui ont commis des contributions très consistantes sur ce qu'on appelle souveraineté. Donc, je peux dire ce que j'ai appris au titre de la souveraineté. L'indépendance, je fais exprès de ne pas considérer ce terme parce que, encore une fois, pour moi, c'est une couillonnade. Au point de vue politique, au point de vue de philosophie politique, de sciences politiques, qu'est-ce qu'on appelle souveraineté? Ça, je sais un peu, parce qu'on me l'a appris à l'école. La souveraineté consiste dans le droit que se donne un groupe humain, qui se constitue de ce fait comme un ensemble politique, une entité politique, le droit que se donne ce groupe humain de décider pour soi-même à l'égard de tous les autres groupes et selon ses propres us et coutumes, selon ses propres valeurs, si tu veux, selon sa propre vision du monde. C'est ce droit qu'un groupe se donne de décider pour soi-même à l'égard de tous les autres groupes. Pas contre eux, mais j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, nous décidons que nous fonctionnons comme ça. Et ce sera comme ça. On ne demande pas la permission à qui que ce soit, c'est comme ça que nous avons décidé de fonctionner et on va prendre, etc. Il y a un exemple très célèbre dans l'histoire de l'Afrique, c'est ce qu'on appelle la Kurukanfuga, ou bien la Mandeng Kalikan, c'est-à-dire, ou bien la Dunia Makilikan. Alors, la Dunia Makilikan, c'est-à-dire l'annonce au monde, l'adresse au monde. Ça se passe donc au début du XIVe siècle européen, vers 1300, au début du XIVe siècle européen, non, du XIIIe siècle européen, vers 1230, on va dire. Vers 1230, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la charte du Mandé. Donc, après des guerres fratricides, les Mandinkas vont se réunir, ça s'appelle un gbara, la réunion qu'ils vont faire s'appelle un gbara. Je l'ai étudié en sciences politiques, je voulais le proposer justement comme un modèle concurrentiel de Bill of Rights, des tests fondateurs occidentaux comme la Déclaration des droits de l'homme et tout. On m'avait refusé ça. Je voulais en faire une thèse, c'est pour ça que je n'ai pas fait des thèses de sciences politiques. Donc, le Gbara, à cette occasion, les Mandinkas se réunissent et ils prennent un ensemble de règles qui vont régir leur société pendant des siècles. C'est ça la souveraineté.
C'est le fait qu'un groupe humain, un moment, décide de décider pour soi-même à l'égard de tous et de fonctionner selon sa propre compréhension du monde et avec ses propres moyens. La souveraineté, pour une collectivité, pour un groupe, c'est l'équivalent de la liberté pour un individu. La liberté, c'est le droit que je prends de faire les choses selon ma façon de les comprendre et selon mes propres intérêts. Donc c'est ça la souveraineté. Pour l'indépendance, on peut regarder, ça ne m'intéresse pas beaucoup l'indépendance, je le retiens comme, pour l'essentiel comme une couillonnade. Par provocation, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je préfère dépenser le temps de cette question sur le thème de la souveraineté. Ok. Et donc, souvent justement on parle du dynamisme de l'Afrique. Et selon toi, en quoi ça représente une opportunité pour les populations de la diaspora? Il se trouve que pendant une dizaine d'années, j'ai donné des conférences. La première, c'était à l'université de Grenoble. La conférence est intitulée « L'Afrique, première puissance économique mondiale de demain ». C'était des jeunes étudiants africains, caribéens qui m'avaient invité. Mais ils étaient les premiers à être un peu incrédules de la position aussi offensive que j'avais prise il y a une dizaine d'années, il y a un peu plus de 10 ans. Ils se disaient, mais attends, nous, on traverse la mer, on manque de se faire tuer, etc., pour venir ici, et tu nous dis que l'Afrique est la première puissance économique de demain. Oui, l'Afrique est la première puissance économique de demain, c'est-à-dire que nos enfants, quand ils auront la vingtaine, vos enfants, excusez-moi, voilà, la prochaine génération vivra dans un monde où l'Afrique sera l'épicentre économique, civilisationnel de ce monde. Et qui mieux que les Africains de la diaspora, les Africains caribéens, sont ont le droit de revendiquer cette circonstance heureuse. Se coller, s'agripper à la locomotive européenne aujourd'hui qui est quasiment à l'arrêt, voire à reculons, ça ne garantit rien de bon pour les générations futures. La locomotive de l'économie mondiale de demain, c'est l'Afrique. La première destination et la première origine du flux de touristes, demain, c'est l'Afrique. D'ores et déjà, le Nigeria lance des satellites depuis presque 20 ans. L'Angola a lancé son satellite il n'y a pas très longtemps. Le Nigeria a une industrie automobile qui fabrique toutes les gammes de véhicules que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Et même commence à fabriquer... Oui, le Nigeria est quand même numéro 1 en avance. Le Ghana est plus récent. Et il y a au moins 5 pays en Afrique où on construit des automobiles. L'Afrique du Sud a lancé il n'y a pas très longtemps son premier avion civil fabriqué sur place. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le continent et dont malheureusement nous sommes détournés. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'explosion des moyens de télécommunication, on peut voir sur la toile, etc., un certain nombre de choses qui confortent ce que je suis en train de dire. Et ce n'est pas tellement, alors malheureusement, ce n'est pas tellement les préoccupations de Renaissance qui attirent la diaspora vers le continent. Ce sont les opportunités économiques. Mais peu importe, on ne va pas être tous des philosophes. Ce sont les opportunités économiques. L'endroit au monde où, lorsque j'investis une unité monétaire, j'ai plus de chances de gagner, de faire des profits, et de faire des profits plus importants et plus rapidement, c'est le continent. Là, je parle d'investir une unité monétaire, je ne parle pas de faire des trucs bizarres, illégaux. L'endroit au monde où les flux illicites, c'est-à-dire le continent, est exportateur net de capitaux parce que, comme il n'y a pas beaucoup de moyens de contrôle, etc., suffisamment de moyens de contrôle à la hauteur des enjeux, les gens exportent, c'est-à-dire pillent des capitaux depuis le continent, qui est l'exportateur net de capitaux, des milliers de milliards sur une génération. Une ONG a calculé qu'il y en avait pour 8 000 milliards de
illicit flows sur la période 1970-2010. Voilà. Donc, nous avons tout intérêt à réinvestir le continent, à se réinvestir sur le continent, parce que, en densité de population, c'est l'endroit au monde où il y a le moins d'habitants. J'ai envie de rajouter aussi. Je préfère le dire dès maintenant parce que, évidemment, dans la presse mainstream, on entend qu'il y a trop de population. Macron allait dire, je ne sais pas, quelque part en Afrique, que, ah oui, le Niger, 6 enfants par femme, non, c'est abusé, ça ne sert à rien de les aider avec un tel taux de fécondité, ils ne pourront jamais s'en sortir. Bon. Sauf que le Niger, il est blindé d'uranium. Et quand ils ont chassé l'opérateur de leur uranium, l'opérateur français de leur uranium, le type, en moins d'un mois, il a déploré 400 millions d'euros de pertes. C'est ça que je voulais dire aussi, c'est-à-dire que les Africains également se sont réappropriés de leurs matières premières aussi. Non, ils sont en voie de le faire, ils l'ont pas. Dans certains pays. Ouais, c'est en voie d'être fait. Mali, Niger. Voilà, on voit qu'il y a un mouvement qui a pris un caractère irréversible. C'est-à-dire que il y a une vingtaine d'années, lorsqu'on discutait de ces sujets, on pouvait se prendre pour un prospectiviste ou bien un futurologue, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est faux, c'est fini. Il y a des exemples concrets sous les yeux tous les jours qui montrent que c'est irréversible. Que bientôt, les Africains du continent vont contrôler toutes les ressources stratégiques sur le continent. C'est un séisme. C'est un séisme parce qu'il y a des gens qui vivent depuis des siècles d'une rente des situations qui consiste dans le pillage de ces ressources naturelles, justement, et qui ne savent pas comment ils vont faire dans les siècles à venir s'ils étaient sevrés des ressources naturelles du continent. Mais ça arrive et c'est inéluctable. C'est devenu aujourd'hui inéluctable. Hier, on pouvait craindre que ça se passe ou pas, parce que le moindre qui levait le petit doigt se faisait assassiner. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Il y a une masse de plus de 800 millions de jeunes de moins de 30 ans, moins de 35 ans, on va dire, qui sont très, 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 très remontés et qui sont très déterminés. Voilà. J'ai l'impression, en t'écoutant, que l'un des problèmes, j'ai envie de dire un problème, sans être un problème, c'est le manque de souveraineté des pays africains. Que quand les pays africains seront souverains, de pouvoir tout diriger de par eux-mêmes, dans leur vision, ne pas de rebaptiser eux-mêmes leur rue, de ne pas donner à l'ancien colon, là, le bon se fera. Encore une fois, les événements sont multifactoriels. La question de souveraineté, pendant longtemps, on nous a agité le concept de développement, puis de sous-développement, puis d'envoi de développement, puis de pays pauvres très endettés, puis de NEPAD, puis. À chaque fois, ce sont les autres qui nous infligent leur agenda, qui conçoivent un truc, et puis nous, enfin, nos autorités courent après ce qu'on leur a fourgué. Dorénavant, depuis quelques années, on va dire depuis ces années 2020, les questions fondamentales de souveraineté sont posées. Alors, au point de vue politique, moi, je comprends la souveraineté sous 5 facteurs principaux. 5 facteurs principaux. La souveraineté est militaire. Lorsque votre situation actuelle procède d'une défaite militaire séculaire, vous ne pouvez la rétablir que si vous donnez les moyens militaires d'empêcher que qui que ce soit revienne encore dans votre pays, brûler votre maison. Donc la souveraineté doit être d'abord militaire. Donc la présence des bases militaires. Voilà. Ensuite, la souveraineté est monétaire. Parce que si vous n'avez pas les moyens militaires de défendre votre monnaie, ce n'est pas la peine d'essayer d'en créer. Vous allez avoir le sort de Sylvanus Olympio. Un mois après avoir décrété la création d'une monnaie du Togo, voilà ce que je disais, la monnaie s'appelait le franc togolais. Tous les leaders de sa génération qui ont voulu créer une monnaie souveraine l'ont appelé franc. C'est-à-dire comme si dans nos langues, il n'y avait pas un mot pour dire monnaie, alors que les premières monnaies connues dans l'humanité sont africaines.
Donc c'est ça, même quand on pense s'émanciper, c'est avec les outils de l'autre qu'on le fait. Bon. Donc, deuxième point, je disais, premier point, l'armée, les capacités militaires. Deuxième point, les capacités monétaires. Troisième point, les ressources naturelles. Le monopole public des ressources stratégiques. Alors, tu ne peux pas avoir le monopole de tes ressources si tu n'as pas les moyens militaires de les défendre et si tu n'imposes pas à tout le monde d'acheter tes ressources dans ta propre monnaie. Comme ça, tu contrôles tout. Quatrième point, c'est ce qu'on connaît à l'école, hein, le judiciaire, le législatif. Les gagnants. Voilà. Bon. Donc, c'est pour dire que même ceux qui parlent de souveraineté, hein, les Rousseau et comme ça, il y a un certain nombre de paramètres de la souveraineté qu'ils ont manqué. Voici pourquoi on doit toujours entreprendre notre propre compréhension de nos propres affaires et ne pas répéter ce que les autres disent à propos de leurs propres affaires. Donc voilà, les 5 facteurs fondamentaux de la souveraineté. C'est aujourd'hui, sur le continent, tous les débats tous les jours, enfin beaucoup de débats tous les jours, portent sur l'un au moins de ces paramètres. Le droit de prendre ses propres lois, le pouvoir d'assumer ce droit de prendre ses propres lois, la capacité militaire de défendre son territoire et ses intérêts et ses ressources naturelles, la capacité, les considérations monétaires, etc. Tous ces aspects qui hier étaient vraiment évacués du débat public, aujourd'hui deviennent, sont posés sur la table, agités dans tous les sens et nécessairement de ce bouillonnement naîtront les solutions qui vont demain régler les problèmes que nous éprouvons aujourd'hui. Donc quand tu dis oui, s'il fallait, c'est peut-être la souveraineté qui manque, oui, c'est surtout le débat sur la souveraineté qui a été purement et simplement évincé de la réflexion publique et qui aujourd'hui, non seulement revient, mais c'est fait irruption et expulse quasiment tous les autres points. Aujourd'hui, en Afrique, si vous parlez et que vous n'êtes pas clair sur les 5 aspects que j'ai évoqués, tout de suite, les jeunes ne vous sentent pas dedans. Ils voient que vous êtes en deux poids, deux couleurs. Bref, voilà. Du coup, par rapport à ce dynamisme, quels sont pour toi les secteurs clés qui font d'ores et déjà en fait de l'Afrique un continent d'avenir, hormis ceux que tu as déjà cités par rapport à... Alors j'ai cité des choses pour faire le beau, hein, le tourisme, l'aéronautique, l'automobile, etc. Ça c'est pour ceux qui parmi nous ne savent pas qu'il y a des stations de ski au Congo et qui neige au Congo et qu'il y a des stations de ski, c'est pas seulement à Chamalières, pas seulement je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas seulement dans les Alpes, etc. Et c'est pour ceux qui savent pas que sur le lac Kivu, c'est ça, il y a des ingénieurs africains qui construisent des paquebots, des bateaux qui font les liaisons, ils les construisent sur place, ils ont des chantiers navals, ils construisent des paquebots de très grands, bon, etc. Ça, c'est pour ça. Mais les secteurs fondamentaux doivent, reviennent de ce qu'on appelle le secteur primaire en économie. C'est la terre. La terre pour les ressources alimentaires, la terre pour les ressources médicinales. Il faut savoir qu'on estime à moins de 5% la connaissance enregistrée sur les propriétés médicinales des plantes en Afrique. Alors que les Ngangans, eux maîtrisent ça depuis de temps. Donc les 5%, c'est ceux qui étudient le sujet, mais ceux qui pratiquent, ce n'est pas que 5%. Donc c'est la terre. Donc les secteurs porteurs, c'est tout ce qui relève du secteur primaire. Il faut savoir qu'on estime à quelque chose comme 800 000 hectares. En fait, l'Afrique possède aujourd'hui environ 60% des terres fertiles encore exploitables de l'humanité, de la terre. Et il n'y a pas eu d'empoisonnement des terres comme au chlordé comme... Ah si, il y en a, mais c'est 30 millions de kilomètres carrés.
D'accord, ok. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a une problématique de chlordécone par les mêmes acteurs, les mêmes auteurs qu'ici, qui ont des bananeraies là-bas et qui ont eu les mêmes pratiques. Donc, sauf qu'ici, on est à 1000 km, là-bas, c'est 322 000 km. Donc, voilà. Mais ce sont les mêmes sujets. Si on continue, on va tout polluer. Si on continue de faire ce qui se fait dans les mines du Kivu, on va tout polluer, etc. Non, il y a des problématiques de pollution. Mais la terre, c'est d'abord la mer. Dans notre tradition, la terre, c'est la mer. Donc, reprendre l'initiative de son propre destin, c'est reprendre le contrôle de la terre. D'autant que, dans notre tradition ancestrale, la terre n'est pas aliénable. Tu ne vends pas ta mère. Tu ne peux pas vendre la terre. Tu peux être propriétaire des fruits de ton travail de la terre. Tu ne peux pas être propriétaire de la terre. Quand c'est chaud, tu vas faire des libations pour demander à ta terre-mère de te montrer le chemin. Donc, ce n'est pas du tout de notre civilisation que de s'approprier de façon privée la terre. Et ce que j'ai constaté en étudiant l'histoire des gens, là, c'est que la possibilité d'être propriétaire de la terre contient en elle-même la possibilité d'être propriétaire des êtres humains. Si je suis le seul, si je suis propriétaire de toute la Martinique, je n'ai pas les moyens physiques de cultiver toute la Martinique. À une époque où l'économie est essentiellement du secteur privé, c'est-à-dire que l'économie repose sur le travail de la terre. Donc si je suis propriétaire de toute la terre, je vais tenter de m'asservir tous ceux qui habitent cette terre pour qu'ils travaillent, à mon compte. Donc, ce qu'on appelle l'appropriation privée de l'être humain est consubstantielle à la possibilité d'être propriétaire de la terre. Beaucoup d'économistes africains ne comprennent pas ça. Il y en a qui se prennent même pour des capitalistes, ce qui me fait rire, quoi, parce qu'ils n'ont pas bien compris de quoi il s'agit. Ils n'ont peut-être pas lu Eric Williams, Capitalism and Slavery. Ok, du coup, comme on arrive vers la fin, est-ce qu'en guise de conclusion, tu peux nous parler des avantages et des défis de la Renaissance africaine pour le futur? Alors donc, comme je disais, l'exigence de Renaissance est en nous, c'est atavique, et que aujourd'hui, nous réactivons des choses qui sont profondément ancrées en nous. Et on le fait, il y a une masse critique de gens qui ont émis cette préoccupation et que c'est devenu, à mon avis, inéluctable. Alors, les défis, effectivement, c'est vertigineux pour ceux qui, pendant tant de temps, ont vécu différentes des situations qu'on vient de décrire. C'est vertigineux pour eux de se rendre compte que cette situation va vers son déclin et donc la bête sera d'autant plus féroce et même sauvage qu'elle sent que tout lui échappe. Donc, il y a un risque important de militarisation. Hier, il parlait de guerre de basse tension, c'est ce qui se passe au Kivu. La guerre de basse tension, c'est on tue des Africains, mais ça ne sort pas dans la presse et du coup, tout le monde s'en fout. Donc, il y a 10 millions de morts au Kivu depuis 30 ans, personne n'en parle. Et quand il y a un moustique qui meurt à gauche, ailleurs, ça devient une préoccupation mondiale. Voilà. Mais c'est terminé les guerres de basse tension. Il faut prendre des initiatives beaucoup plus importantes, sauf que, en face d'1 milliard d'Africains sur le continent, plus un demi-milliard hors du continent, il y a des populations agresseuses, certes, agressives, certes, mais vieillissantes. L'Europe est allée à l'assaut du monde à un moment de sa pyramide des âges où la plus grande masse de la population avait les jambes pour le faire. Les Marco Polo, le premier navigateur européen qui est venu sur les côtes occidentales africaines, avait 17 ans. Donc aujourd'hui, ce n'est pas les soixantenaires là, qui vont s'opposer à 1 milliard, 200 millions de jeunes de moins de 30 ans. C'est mort. Donc, il y a des défis. Il y a le défi que les gens vont jouer leur baroud d'honneur, sauf qu'il y a aussi des forces alternatives qui sont conscientes de ce qu'il faut empêcher que les choses arrivent jusque-là. Et on est dans un contexte de multipolarisation où, justement, la puissance des agresseurs se dilue dans multiples préoccupations. Et c'est une fenêtre
de notre histoire où je pense que, oui, la donne sera changée. Donc la question, c'est pas est-ce que moi, Popo, à 60 ans, je serai vivant quand les choses vont être telles que je vois qu'elles seront. Non, ma sérénité vient de ce que je suis profondément certain que ça se fera. Ce n'est plus utopique. C'est plus de la futurologie, c'est plus du prospectivisme, c'est en train de se faire. C'est dans les marmites, c'est en train de se faire. Donc voilà pourquoi on peut être serein à l'égard de cette gesticulation. Est-ce que tu peux du coup nous montrer les deux ouvrages que tu as inventés? Alors, celui-ci, j'aurais pu prendre d'autres ouvrages, notamment l'ouvrage de Oruno Lara sur l'histoire du panafricanisme. Donc c'est Père de l'unité africaine des peuples. Voilà, c'est Marcus Mosiah Garvey, c'est un travail qui a été fait par Tete Godwin Tete Dialogo sur l'apport de Marcus Mosiah Garvey dans, on va dire, la littérature panafricaine, dans la réflexion sur la Renaissance. Donc, c'est dire le père de l'unité africaine des peuples. L'unité africaine des peuples, c'est la préoccupation de Garvey. C'est parce que nous avons été dispersés au monde que nous sommes affaiblis. Et donc, pour que nous reprenions l'initiative de notre propre destin, nous devons nous réunir. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui, c'est un militant appelle Umoja, l'unité politique. Voilà. Et j'ai proposé un des ouvrages que j'ai écrit sur le sujet. J'ai écrit un petit livret, le panafricanisme en 10 questions. Et puis j'ai écrit celui-là, c'est le recueil de certains cours que j'ai donnés sur le sujet ici en Martinique, sur le panafricanisme. Donc, Yovoda et panafricanisme, résister pour survivre, s'unir pour renaître, là où je mets en jeu les 3 R dont j'ai parlé dès au début, c'est-à-dire la résistance, la renaissance et la réparation. Comment ça s'articule pour créer la situation qui est devenue inéluctable aujourd'hui. Je sors de cette émission avec tout plein d'idées, parce que tu as dit, tu es vraiment un homme de connaissances qui nous a vraiment... je te connais déjà. Donc voilà, mais par rapport à tout ce que tu as pu dire, ça donne vraiment énormément d'idées et vraiment également des idées par rapport à l'Afrique, de par son passé, de son présent et de cette joie pour le futur, parce qu'on voit vraiment que les choses, comme tu disais, c'est dans la marmite. C'est plus utopique, ça qui est fait. Voilà. Et donc à partir de là, non, c'était une émission super intéressante. Je me suis même retenu parce que tellement il y avait des choses à dire et à entendre. J'espère également vous, téléspectateurs et téléspectatrices, que vous avez pris le temps de bien écouter parce qu'il y avait énormément de choses à dire ce soir. Et bien justement, je vais juste ajouter le mot que plus que se connaître, une bonne partie de ma formation sur le panafricanisme vient effectivement de Popo de Claque, où j'allais effectivement avec 2 ou 3 camarades prendre la connaissance directe, justement, lire les livres et étudier effectivement avec lui à travers ses savoirs. Je pense que c'est important aussi qu'on n'oublie pas ce côté transgénérationnel, où à un moment donné, en fait, on n'est pas, on va pas réinventer la roue, justement. Elle est déjà là, il y a déjà des connaissances qui sont là, il faut aller les chercher, en fait. Envers les personnes ressources qui existent, qui sont justement déjà sur, par exemple, en Martinique, ben voilà, on vient de prouver qu'il y a des personnes qui sont des ressources et qu'il faut pas hésiter à se rapprocher pour pouvoir effectivement s'édifier. On parlait de sources aussi au début d'émission. Tout est déjà là. Il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont déjà là, que même si qu'on va croire que rien n'a été fait, mais c'est tout le contraire. Si, beaucoup a été fait. Les ancêtres nous ont donné. Alors, j'aurais pu parler d'Aimé Césaire, qui est l'une de mes boussoles. Les armes miraculeuses, le discours sur le colonialisme, c'est un texte majeur de référence dans la littérature panafricaniste, parce que en quelques lignes, le doyen avait tout craché, il avait tout. Donc voilà, je suis désolé d'avoir oublié des gens, mais c'est la preuve que la littérature panafricaniste est richissime, elle est séculaire, et qu'on gagnerait à s'y abreuver. Comme tu disais, à s'en abreuver. Comme tu disais avant l'émission, de toute façon, chaque question pouvait être une émission. Chaque question pouvait s'atteler à une émission. Donc,
Nous te remercions encore. Merci Jonathan de m'inviter. Merci Ulrich d'avoir... De toute façon, je ne pense pas que ce sera la dernière fois. Ben, ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Merci. D'accord. Ulrich, c'est bon? C'est bon. Sur D'accord, ce, ok. voilà, bonne soirée à tous. Exactement. Merci encore téléspectateurs, téléspectatrices. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter ce soir, à apprendre à écouter. Donc, le rendez-vous est pris. À la semaine prochaine. Bonne soirée à vous.